Bonjour à tous, nouvelle émission de Tête à Clash. 3 sujets, 4 invités. Alors les 3 sujets, c'est Robert Badinter. Et la question, c'est panthéonisation directe dans les jours qui viennent ou pas. Bien. Deuxième, c'est Mayotte, c'est une sortie de Darmanin sur le droit du sol. On va revenir sur le sujet donc. Et le troisième, c'est le clash de François Bayrou. Et on va surtout en profiter pour parler d'un certain nombre de pratiques politiques à travers François Bayrou. Voilà, et les 4 invités. Alors, dans l'ordre alphabétique, Yves Christen. Yves, bonjour. Bonjour. Monsieur Haddad, Richard de son prénom. Bonjour Franck. Bonjour. Laurent Isard. Bonjour. Et Olivier Piacentini. Bonjour Franck, bonjour à tous. Olivier Piacentini, qui maugréait contre l'administration informatisée. Allez, je ne vais pas le lancer là-dessus, mais je crois qu'il n'est pas le seul, comme il le dit. Allez, et on se retrouve dans quelques secondes pour commencer le premier sujet. Alors, premier sujet, Robert Badinter vient de mourir. Concert de louanges unanime. Et de manière un peu provocante, j'ai parlé de panthéonisation immédiate, puisqu'on parle de panthéonisation à terme. Mais moi, je voulais savoir si derrière l'unanimité de l'affection, de l'élan, il y avait une unanimité sur ce plateau. Et je donne la parole à Olivier Piacentini, qui, je crois, n'est pas tout à fait là-dessus. Ah, moi, je ne suis pas unanime. Hein. Non. Oui, du tout. Alors, Robert Badinter, moi, j'ai un premier souvenir, j'étais enfant, mais c'est le fameux procès de Patrick Henry. Le bourreau Patrick Henry, qui avait enlevé le fils d'un de ses voisins, et pendant des jours, avait même eu une interview, parce qu'on le suspectait, où il expliquait que celui qui avait fait ça, qui avait enlevé le gosse, devait être exécuté, et puis finalement c'était lui. Bon. Et c'était vraiment un bourreau d'un cynisme incroyable. Et alors, le procès avait eu lieu à Troyes, et c'est vraiment la plaidoirie de Robert Badinter qui très certainement l'a sauvé, alors que quelques mois avant, il y avait eu, je dirais, un autre procès pour un assassinat d'enfant qui était celui de Christian Ranucci, où il y avait quand même un doute qui planait. Et au moins un doute sur le caractère prémédité du meurtre. Parce que certains y ont vu qu'effectivement, il était probablement le tueur. On va pas refaire tout le Très judiciaire. Bien. Et puis... Et donc, qu'est-ce que vous avez reproché à Badinter? Qu'est-ce que j'ai reproché, tout simplement, déjà... Qu'il ait sauvé Patrick Henry? Il a fait son travail d'avocat, mais vous comprenez quand même que dans l'état où se trouvait la France à l'époque, avec le fameux Roger Giquel qui avait fait, je dirais... La France a peur. La France a peur, etc. Bon, enfin, moi je pense sincèrement que dans le contexte de l'époque, puisque la peine de mort devait être appliquée, il me semblait que Patrick Henry aurait dû... Pardon, Olivier, vous vivez dans le passé. À l'époque, j'étais dans le passé, oui. L'œuvre de Robert Badinter, telle qu'elle est unanimement louangée, c'est... Alors, si vous permettez, moi, je vais vous donner un deuxième bémol, parce que moi, je suis pour la peine de mort. D'accord. Voilà, je suis resté sur cette position-là, comme le président Giscard d'Estaing, qui avait dit que lui était toujours pour la peine de mort, et qu'il l'aurait maintenu s'il avait été réélu. Mais contre la grande majorité des Français actuels, hein. Pas du tout, il y a 50-50, il y a eu des sondages récents, il y a même eu des débats il y a 2-3 ans. Aujourd'hui encore, vous avez un très grand partage de l'opinion publique sur ce sujet. Bien. Malgré le fait que ce soit passé dans les mœurs, là aussi, etc. Mais la réalité, c'est qu'une forte minorité... Vous voulez remettre la veuve en place? La veuve en place. Écoutez, moi, je pense que vraiment, dans le contexte actuel où il y a un déferlement de l'insécurité et des crimes de plus en plus abominables, en particulier sur les enfants, ça me paraîtrait pas fou, si vous voulez, si ce n'est évidemment le dogme de gauche. Mais je vais vous dire autre chose là-dessus, qui m'a beaucoup choqué à l'époque et qui maintenant ne choque plus puisqu'on est tellement habitué. François Mitterrand, 1 mois et demi avant son élection, avait, lors d'une émission Carte sur table, expliqué, et c'était même gargarisé du fait qu'il prendrait cette décision d'abolir la peine de mort, bien que l'opinion y était très défavorable. Je parle à l'abolition à l'époque. C'est donc l'inauguration d'une méthode de gestion gouvernementale qui passe par-dessus l'opinion publique et la volonté de l'opinion publique. C'est-à-dire que ce précédent leur donne la possibilité de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, en se fichant pas mal de l'opinion, en considérant que finalement, l'opinion, c'est des beaufs, des méchants, une bande d'abrutis sanguinaires qui aiment se repaître de la vue du sang. Donc, il y a 2 échelles sur lesquelles, véritablement, Robert Badinter n'est pas ma passion. Alors, c'est un homme convaincu, je reconnais son brio en tant qu'avocat, etc. Mais son œuvre ne me convient pas à deux étages différents. Alors,
Richard Haddad et Yves Christel. Je ne suis pas favorable à la peine de mort. J'étais partagé, je n'y suis pas favorable, mais Robert Badinter, c'est pas juste l'abolition de la peine de mort. C'est une réforme de la justice catastrophique. On en paye le prix aujourd'hui. Et d'ailleurs, s'il avait aboli la peine de mort en la remplaçant par une vraie perpétuité, le système aurait peut-être été bon. D'ailleurs, je suis sûr que les criminels de haut vol préféreraient parfois la peine de mort à la vraie perpétuité, hein, qui est un enfer pour eux. Donc je ne suis pas sûr que la peine de mort soit plus sévère que la vraie perpétuité. Ce qu'il n'a pas fait, en réalité, Robert Badinter a privilégié la déliquescence, le droit... De quelle manière? Parce que, par exemple, c'est un homme qui a travaillé sur les conditions de vie en prison. Oui, justement, j'allais y venir. À la fin, je crois qu'il a été ministre de la Justice pendant 5 ans. Il disait qu'un de ses échecs, c'est qu'il y avait plus de prisonniers quand il est sorti du ministère que quand il y est entré. Grâce à lui, aujourd'hui, un criminel de haut vol peut faire des enfants en prison. Parce que aujourd'hui, il faut savoir ce que c'est la prison. Aujourd'hui, vous avez le droit, pendant un week-end, d'être dans une maison à l'intérieur de la prison où vous recevez votre femme et vous avez une vie normale. Ce n'est plus de la prison. Alors vous savez, les criminels, ça ne les effraie plus, la prison. Ils savent qu'une fois qu'ils sont en prison, ils peuvent, dans les parloirs, faire un gosse. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, coucher avec leur copines, ils peuvent recevoir leurs femmes s'ils sont mariés dans une maison tranquille pendant 48 heures, où ils ont une cuisine et des couteaux. Enfin, je ne sais pas si les téléspectateurs le savent. Et donc ça, c'est pas d'intérêt. Pour autant, les conditions de vie en prison restent... Oui, parce qu'il y a du surpeuplement, etc. Mais, surpopulation extrême. Hein. Bien sûr. Mais moi, je suis... en faveur d'une vie correcte, digne pour les prisonniers. Parce que on est un pays civilisé et un prisonnier... C'est parce que donc vous ne donnez pas quitus à l'opinion publique qui... en prison qu'on doit le maltraiter, certes. Mais entre une vie digne... c'est pas votre... Non, entre une vie digne et le luxe en prison, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'il y a une surpopulation, mais il y a des avantages, il y a des privilèges qui ne sont pas acceptables pour un criminel, vous comprenez? Et donc Badinter, et puis c'est donc c'est ça, c'est les prisons qui sont devenues une sorte d'hôtel 2 étoiles, la peine de mort abolie sans contrepartie, sans rien pour la remplacer, et donc ça n'effraie plus les criminels, et puis surtout une réforme totale de la justice qui ne fonctionne absolument pas, on voit bien. Ok. Yves Christen, et ensuite... J'ai une analyse sensiblement différente. Je pense que si on s'efforce de voir les choses un peu plus haut, il est clair que Badinter, tout ce qu'on a dit est exact, mais c'est quand même une autre dimension que Mathilde Panot. Vous voyez ce que je veux dire quand même. Donc on a affaire à un personnage qui a marqué son temps. C'est assez proche de Simone Veil, d'ailleurs. Hein. Alors, on peut être pour ou contre ce qu'ils ont fait. Il y a un rapprochement, vous avez raison. Mais il y a le grand homme de la gauche, la grande femme de la droite. Il y a quand même des gens qui ont, de facto, une dimension historique. On pense, ils ont changé les choses d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller au Panthéon. Ceci étant, je pense que concernant quand même ce qui rend Badinter emblématique, qui est l'abolition de la peine de mort, il faudrait qu'il y ait une analyse, un droit d'inventaire, une analyse, je dirais, de type scientifique, pour essayer de voir les choses avec distance. Il me semble que moi, j'étais plutôt favorable à l'abolition de la peine de mort, mais je dois reconnaître que je ne vois strictement aucun argument en faveur de l'abolition de la peine de mort. Je veux dire d'argument rationnel. La seule chose qui pouvait paraître être un argument rationnel, c'est que la peine de mort est quand même une forme de cruauté et qu'on pouvait penser que l'abolition de la peine de mort diminuait, j'allais dire, le potentiel de cruauté de la société. Si on dit ça, ce qui me paraît assez juste... C'était un des arguments de Robert Badinter. Si on dit ça, on est invité à se poser la question de savoir si dans la société d'aujourd'hui, est-ce que le potentiel de cruauté de la société de maintenant a diminué par rapport à l'époque pré-Badinter? Je crois que poser la question, c'est y répondre. C'est vrai que ça n'a pas diminué. Hein. Et c'est vrai aussi que les raisons évoquées pour l'abolition de la peine de mort sont totalement irrationnelles, notamment tout ce qui relèverait du droit, enfin de l'interdiction de tuer. Tu ne tueras point. Mais enfin, il est absolument clair que notre société, la France, depuis même l'abolition de la peine de mort, a
tué des centaines, des milliers de gens parfaitement innocents, ne serait-ce que dans les guerres. On est allé bombarder la Serbie, la Libye, la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan. Je serais incapable de dire qui on a tué là-dedans, mais on a forcément tué des gens, et parmi les gens qu'on a tués, on a tué des tas de types qui n'étaient pas spécialement terroristes, qui ne savaient même pas ce qui leur arrivait. On n'a pas fait... Vous voyez, il y a plus, si on pose le problème en termes d'erreur judiciaire, y a-t-il un risque de tuer quelqu'un d'innocent? Ce qui est sûr, c'est que de facto, on a tué des quantités de gens qui étaient parfaitement innocents. Donc, vous voyez, ce principe-là est à remettre en considération. Vous êtes trois à vous être exprimés, et j'arrive avec Laurent Izard, mais pour le moment... vous avez plutôt un ressenti négatif de moi, je Badinter. dirais pas que je trouve que Badinter était pour moi, un philosophe, par exemple, est intéressant quand il met le doigt sur une problématique. Donc, de ce point de vue-là, je serais plutôt reconnaissant à Badinter d'être l'homme qui a posé la problématique de la peine de mort. Si cette problématique ayant été posée avait été suivie d'un débat de fond, je dirais que Badinter aurait été globalement positif. Je crois qu'il n'y a pas véritablement eu de débat de fond. Il y a eu un principe quasi religieux. Mais disons qu'il y a eu une élection en 81, une majorité, et que la majorité à gauche a voté comme un seul homme pour... Donc ça, du point de vue démocratique, là, je ne suis pas d'accord avec Olivier. Aussi, la loi est passée, elle a été... C'est pas une pirouette comme la loi immigration telle qu'on l'a vue. C'est une loi qui a été votée, je pense, par un parlement. Ils ont eu la majorité, et donc démocratiquement parlant, voilà. Moi, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas la légitimité de la loi. J'ai dit que c'est le principe de passer outre l'opinion majoritaire pratiquement en la méprisant... Qui a été inauguré, à mon avis, de façon fracassante. Olivier Piacentini, là, votre reproche, il n'est pas contre Badinter, il est contre François Mitterrand, qui a annoncé. Mais les deux sont la paire, mon cher Franck. N'est-ce pas? Les deux sont la paire. C'est comme la catastrophe économique actuelle, Macron le maire. Donc voilà, c'est deux complices. Laurent Izard. Moi, je pense que tout homme porte en lui une part d'ombre, une part de lumière. Et c'est le cas pour Badinter. Moi, je suis viscéralement opposé à la peine de mort. Alors d'abord parce que je suis chrétien et que je pense qu'en tant que chrétien que la vie appartient à Dieu, on n'a pas le droit de l'enlever. Et c'est pour ça aussi que je ne suis pas d'accord avec le parallèle que vous faites. Oui, effectivement, il y a des guerres. Oui, on a tué des innocents. Mais ce n'est pas la même chose que de décider à froid de la mort d'un homme. Vous voyez, voilà. Et puis, sur Christian Ranucci, on a encore des doutes sur son innocence ou sur sa culpabilité. Voilà. Bon, la peine de mort, il y a eu des études qui ont été faites. Et on a prouvé à maintes reprises, à l'étranger, notamment aux États-Unis, qu'elle n'avait aucun effet dissuasif sur les délinquants. Ça, je crois que c'est Par contre, je crois vraiment que c'est de la mythologie. Ah non, il y a des États aux États-Unis qui ont enlevé la peine de mort. Mais je ne vois pas comment on peut démontrer une chose pareille. On n'a pas deux situations égales l'une par rapport à l'autre. Les contextes sont toujours différents selon les pays, selon les endroits. Je crois que c'est de la mythologie. Le criminel, lorsqu'il commet son acte, il ne pense jamais qu'il va être attrapé. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que malheureusement, ce n'est pas si efficace que ça pour la dissuasion. Alors, d'autre part, il ne faudrait pas réduire Badinter non plus à l'abolition de la peine de mort. Il a fait d'autres choses quand même, notamment la loi du 5 juillet 85 sur les accidents de la circulation, qui est une loi très importante. Et puis, il s'est opposé aussi à l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, ce qui, à mon avis, est une bonne chose. Voilà. Maintenant, là où je ne peux que rejoindre les détracteurs de Badinter, c'est sur le fait qu'il a participé à un gouvernement qui a précipité la France dans un déclin économique, un déclin moral. Je pense qu'en fait que Badinter s'est plus intéressé finalement au sort des délinquants qu'au sort de la France et au sort des victimes. C'est ça le fond du problème pour moi. D'accord. Enfin, quand même, on ne peut pas lever une hauteur de vue de Badinter. Je pense à quelque chose qui m'avait assez frappé, c'est le fait d'avoir entendu Badinter critiquer la position de Jacques Chirac sur l'histoire du Veldiv et les excuses présentées au nom de la France. Il avait, en cela étant fidèle à Mitterrand, estimé que ça n'était pas justifié. Et j'avais trouvé ça intéressant comme auteur de vue de la part de Badinter, puisqu'il est tout de même d'une famille qui a eu à souffrir des événements en question. Juste un petit rappel, je crois qu'il habitait Lyon à l'époque, et que son papa a été pris dans une rafle organisée par Klaus Barbie,
et que Badinter, qui avait 14 ans, je crois, à l'époque, a été envoyé par sa mère aux Nouvelles, et il a été empoigné par un SS auquel il a échappé, et donc il n'est pas allé rejoindre son père. Je crois qu'il est mort à Sobibor, où il a probablement été gazé très rapidement après son arrivée. Oui. Donc c'est ça dans le contexte. Je voulais simplement dire que quand même, il y a chez Badinter une espèce de hauteur de vue qui en fait une fois encore un personnage d'une certaine qualité. Je suis désolé, Ce qui l'opposait à Chirac, c'était de dire il n'y a pas eu de continuité de l'État français. Oui, c'est pas la France. C'est pas la France. Voilà, c'est une parenthèse, celle du maréchal Pétain. C'est pas la France. Donc on n'a pas à s'excuser. Excusez-moi, Yves, mais vous me dites que Badinter avait une très grande hauteur de vue. C'est la vérité. C'était une personnalité, un très brillant intellectuel. Voilà. Moi, je suis désolé, vous savez, il m'arrive de tomber sur des discours de Mitterrand, je reste bouche bée par son éloquence et la culture qu'il déploie. Mais est-ce que ça va m'arrêter ? Est-ce que je vais m'arrêter à ça pour dire que ça a été un bon président, alors qu'il a mis la France dans la panade à peine arrivée ? Donc je ne m'arrête pas à ça. On peut être très brillant, un très grand intellectuel, et se tromper, ou alors avoir des objectifs qui ne sont pas ceux qui servent les intérêts du pays pour lequel nous vivrons. Alors, à propos quant à Laurent, je voulais dire un petit mot à Laurent, qui a dit qu'il était chrétien, et c'est pour ça qu'il était contre la peine de mort. Une des raisons. Mais moi aussi, je suis chrétien, je suis catholique, et l'Église catholique, jusqu'en 2018, soutenait la peine de mort. Et c'est le pape François qui a changé cet état de fait. La peine de mort a été considérée comme tout à fait acceptable pour l'Église catholique jusqu'en 2018. C'est donc le pape François qui a changé les choses. Bon, je ne suis pas d'accord, mais... Non, mais c'est un fait. Alors là, il y a un point de doctrine que j'ignore. C'est un point de doctrine catholique, c'est un fait. Il me semble de l'Église catholique de Jean-Paul II, il est dit effectivement que dans des cas extrêmes, et si vraiment il n'y a aucune autre solution possible, en dernier recours, la peine de mort peut être envisagée. Mais c'est considéré comme un mal quand même qui... si elle est envisagée en dernier recours, il est bien évident, Laurent, que moi-même je l'envisage en dernier recours. C'est-à-dire que c'est effectivement... et ça a toujours été appliqué. Et si c'est pour éviter un mal encore plus grand. Ça a été appliqué depuis... je dirais la fin de la Seconde Guerre mondiale comme un dernier recours. C'est-à-dire que moi non plus, je ne suis pas pour qu'on exécute les gens pour un oui, pour un non. Mais on parle bien de crimes qui touchent des enfants, des personnes en état de faiblesse, de barbarie, etc. Excusez-moi. C'est la peine de prison incompressible. Je voudrais qu'on avance sur le débat, parce que j'ai proposé, ou j'ai plutôt parlé, de la panthéonisation de Badinter. Est-ce que c'est un point qui vous semble important, puisque jour où nous enregistrons, il y a cette cérémonie aux Invalides, hommage au grand homme. Bien. L'étape suivante, ce serait sa panthéonisation. Est-ce qu'il vous semble que c'est une personnalité qui mérite le panthéon, comme Simone Veil, qui a été panthéonisée il n'y a pas si longtemps, comme Joséphine Baker, et comme plein d'autres avant lui? Oui, moi je voulais juste dire que je trouve qu'on fait trop une fixette sur le fait qu'il ait aboli la peine de mort, alors que, comme je l'ai dit auparavant, ce n'est pas que ça. Moi je suis personnellement pas opposé à l'abolition de la peine de mort. Je sais, c'est ce que je vais répondre. Mais donc c'est pas ça qui me gêne dans Robert Badinter, c'est pas le fait qu'il ait aboli la peine de mort, ça me gêne absolument pas. Le Panthéon, moi qui suis, comme vous, un chrétien, pour moi ce n'est pas une médaille d'or, le Panthéon. Donc pour moi, être au Panthéon ne veut rien dire. Donc, si la République... C'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de la République. Mais moi, je préfère d'autres reconnaissances, personnellement. Donc, vu l'état de la République, d'ailleurs. Et donc, si la République veut... Si c'est un cadeau qu'on veut faire à Robert Badinter, si ça veut dire que c'est un grand homme d'État, oui, bien sûr. Comme on l'a dit, on est tous d'accord, je pense, autour de ce plateau, que c'était un grand intellectuel, c'était quelqu'un d'intéressant. Donc... on n'est pas d'accord avec lui, mais on ne peut pas lui enlever le fait que c'était un grand homme d'État. Voilà, donc pourquoi pas. Ça ne me gêne pas, d'autant plus que pour moi, le Panthéon, c'est rien. Ok. Yves Christel, le Panthéon, c'est quelque chose pour vous ? Je crois qu'aucune des personnes que vous avez nommées ne devrait être au Panthéon selon mes goûts personnels. Bon, moi, je souhaiterais qu'il y ait au Panthéon des gens de la dimension de, je sais pas quoi, Victor Hugo, etc. Bon, tous ces gens-là ont des mérites, bien entendu, mais enfin, je ne considère pas que Joséphine Baker soit un très grand homme ou une très grande femme de la République. Je serais plus nuancé sur Simone Veil, que je ne considère pas comme une très grande dame,
Mais je crois qu'elle a fait une loi qui est, à mon avis, utile. Je dis cela malgré le fait que je considère que l'avortement consiste à tuer des gens qui n'ont rien fait de mal. Mais néanmoins, je suis favorable à l'avortement et je crois que c'est une bonne loi et je crois qu'il faut en être reconnaissant à Simone Veil. Pour autant, je ne l'aurais pas mis au Panthéon personnellement, selon mes goûts, mais bon, mes goûts n'ont rien à voir avec ça. Non, je ne vois pas de raison majeure que Badinter y soit. De notre côté, compte tenu des gens qu'on y met, pourquoi pas Oui, même chose. À partir du moment où Simone Veil est au Panthéon, pourquoi pas Robert Badinter? Bon, Simone Veil, effectivement, sa loi, je suis d'accord avec vous, était nécessaire, mais néanmoins, elle a été terriblement dévoyée depuis. Or, un homme d'État, un homme politique doit raisonner plus loin, je dirais, que sa propre personne. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de déclin. Badinter me semble être un des exemples de personnages politiques qui, au-delà des belles réalisations qu'il a pu faire, a participé à un certain déclin de notre pays. Mais alors, je vais vous donner la parole, Olivier Piacentini. Mais moi, il me semble que cette réaction de la panthéonisation de Badinter est une émotion très émotionnelle et purement émotionnelle. Bien sûr. Il me semble que là, il y a une sorte de phénomène d'accélération où avant, on attendait quelques années ou quelques décennies, voire plus, pour proposer quelqu'un à la panthéonisation avec tout un comité. C'est une procédure, autrement dit. Et là, on est en train de demander... c'est tout juste si on ne demande pas à Elisabeth Badinter d'avoir le bon goût de mourir dans pas longtemps pour pouvoir tous les deux les mettre dans un caveau commun. Franck, moi je vais vous dire quelque chose. Oui. À quelle époque de l'histoire de France récente, on va dire, on a vu autant d'hommages nationaux, Charles Aznavour, Johnny Hallyday, Jean d'Ormesson, mais pourquoi pas Cyril Hanouna, si malheureusement il lui arrivait un problème. On est dans un système, mais c'est devenu fou. C'est devenu fou. Toute personne qui a une certaine célébrité, une certaine aura, finit par avoir un hommage national. Enfin, moi, je sais pas. Le niveau de la classe politique est tellement bas que maintenant, le premier personnage ancien qui meurt, l'écart est tellement énorme entre l'ancienne classe politique, quelle que soit son opinion, ce qu'elle a fait, son niveau, voilà, ça impressionne et on a envie de les mettre en avant parce que c'est une pièce rare qui n'existe plus. En fait. A intérêt, si vous voulez, à créer des événements comme ça pour se redonner une espèce de légitimité, d'enrober tout ça, je dirais, des hommages, une solennité, etc. Bon. Sachez que c'est une volonté qui a été exprimée de l'actuel président de la République, qui veut, on va dire, faire France autour de personnages qui sont unanimement reconnus. Comme il n'y a plus de France du tout, il faut bien la trouver quelque part. Oui. Voilà, et la réinventer, même je dirais, mais la réinventer. Unanimement reconnu, si on est tout à fait franc, la vérité, c'est que les gens qui seraient plutôt hostiles à cela, tels que notre ami Olivier, n'ont pas trop de voix au chapitre. Donc, on sait que, en gros, tous les gens qui vont s'exprimer en faveur de la panthéonisation. Les uns parce qu'ils le souhaitent vraiment, les autres parce qu'il faut aller dans le bon courant, et ceux qui ne le souhaitent pas du tout, et ils n'auront pas trop le droit de s'exprimer, je crois. Oui, on devient le méchant. C'est-à-dire que, vous voyez, même par exemple aujourd'hui, le RN devient le méchant immédiatement parce qu'on voit bien que l'hommage n'est pas aussi... Là, vous parlez des Invalides où la famille de Robert Badinter a souhaité que ni le RN ni LFI ne soient présents. Oui, enfin, vous voyez bien que tout ça montre qu'il y a bien un problème quand même autour de ces cérémonies. On vous dit qu'on veut faire France, mais alors on exclut. Alors hier, j'entendais un député LFI... Je vais donner raison à Mélenchon, ce n'est plus un hommage national. Si c'est un hommage national et on exclut la moitié de la France, il n'est plus national. Hier soir, un député LFI sur BFM a expliqué que, en fait, c'était pas légitime que eux soient exclus, mais le Rassemblement national, oui, parce qu'ils étaient contre l'abolition de la peine de mort. Ou c'est national ou c'est pas national. Et donc, lui, il fait l'unité nationale, mais sans le Rassemblement national. Manque de national, ça veut dire tout le monde. Voilà. Mais j'ai l'impression qu'on a bien creusé le sujet. On reviendra peut-être si un jour il y a panthéonisation. Mais déjà, enterrons-le. Et on se retrouve dans quelques minutes pour le deuxième sujet. À tout de suite. Bonjour, deuxième sujet. Alors Mayotte. Mayotte et le droit du sol. Sans doute avez-vous vu une déclaration de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui, sur le sol même de Mayotte, a dit qu'il fallait remédier à la situation, et on aura l'occasion de revenir, en changeant le droit français, qui s'applique partout, qui est le droit du sol, pour le modifier et
de par une modification, comment dit-on, de la Constitution, changer ce droit pour limiter les flux migratoires. Voilà, je ne suis pas bien certain que ma présentation soit très claire, mais je compte sur Richard Haddad pour avoir... Ce n'est pas une modification de la Constitution, justement. Oui, c'est une loi qu'il veut faire qui sera anticonstitutionnelle. Donc, comme toujours, ce gouvernement fait des effets d'annonce, sachant par avance que ça ne... C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ouais. Donc ça... ils font ça pour calmer les gens. Voilà. En l'occurrence, là, pour calmer la population qui vit à Mayotte, qui n'en peut plus. Donc, il va sur place, il fait sa petite déclaration pour calmer tout le monde, comme ils le font avec les paysans, comme ils le font avec tout le monde. Dès qu'il y a quelqu'un dans la rue qui n'est pas content, on lui sort un projet de loi, comme ils l'ont fait pour l'immigration, sachant par avance que ça allait, en faisant eux-mêmes d'ailleurs la manœuvre pour que ça échoue. Et donc là, il sait parfaitement que ce ne sera pas possible. Il dit ça le mousse un peu, ça fait de lui un homme de droite, parce que comme il sait que la France est devenue maintenant largement, je ne sais pas, à 60% on dit, ou plus, plutôt de droite au point de vue idée, surtout sur ces sujets-là, il le sait, et donc c'est un peu, Darmanin est l'élément de droite de ce gouvernement, et il veut le montrer. Donc tout ça, c'est de la fumée. De droite factice. Voilà. D'ailleurs, juste pour conclure, il n'y a pas de droit du sol, ça j'y tiens, il n'y a pas du droit du sol en France. Il y a du droit du sol aux États-Unis. En France, ce n'est pas le droit du sol. Le droit du sol, c'est que lorsque vous naissez sur le sol, vous êtes automatiquement français, ce qui n'est pas le cas. On peut naître sur le sol français et ne pas devenir français si on quitte le territoire. Alors que si vous êtes né aux États-Unis, vous pouvez quitter le jour suivant, c'est fini, vous avez le passeport immédiatement. Ce n'est pas le cas en France. Alors, vous avez raison, j'ai fait mon job pour préparer l'émission. Et effectivement, il y a finalement assez peu de pays dans le monde. Il y a, on va dire, l'Amérique du Nord et une grande partie de l'Amérique du Sud, où c'est un droit du sol pur. Et ensuite, il y a des droits du sol avec conditions, qui sont majoritairement en Europe, un petit peu en Afrique et en Australie. Et tout le reste du monde, c'est le droit du sang. Le droit du sang. Hein. Je pense que l'analyse de Richard, évidemment, est intéressante et logique, mais je ne suis pas tout à fait certain de cela. Je veux dire par là que les conseils constitutionnels et autres qui ont à charge de décider, comme souvent la justice, ils décident aussi en fonction de choses qui ne sont pas la stricte application de la loi, qui sont la manière de la regarder. L'air du temps, voilà, il pourrait, pas seulement l'air du temps, mais il pourrait se concevoir qu'à la fois le gouvernement et le Conseil constitutionnel trouvent qu'après tout, Mayotte, ça n'est que Mayotte, et que deuxièmement, c'est arrivé à un tel niveau qu'il est à peu près impossible de continuer comme cela, sauf à aller vers la désintégration. Donc on peut imaginer que la philosophie qu'ils appliquent soit pas la même pour la France continentale, et je ne dis pas que je crois ce que je dis, mais je le formule comme hypothèse, et pour Mayotte, Mayotte finalement, on peut faire un petit cadeau comme ça à l'histoire d'arrêter au sol. On peut pas, on peut tout. On a bien vu que la loi pouvait tout, qu'on peut admettre des choses d'un côté et ne pas les admettre. Donc personnellement, je n'exclurais pas cette possibilité, parce que tout de même, surtout après l'histoire du Conseil constitutionnel pour l'immigration, Darmanin sait bien tout ce que vous venez de dire, et tout le monde le sait bien. Donc, c'est pas impossible qu'il trouve une pirouette pour adapter cela. Sachant qu'il y a une proposition supplémentaire ajoutée à celle de Darmanin, qui est celle de la droite LR et puis de la droite plutôt bleue autour de Marine Le Pen, qui consiste à dire ce droit du sol, il doit être supprimé pour la totalité de la France. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez Il faut remonter un petit peu en arrière, je pense, d'un point de vue historique. Oui. Le droit du sol existe depuis très longtemps en France. Bon, il figure dans le Code civil, il était déjà dans la Constitution en 1791, mais en réalité, c'était une époque où l'immigration était très faible. Voilà. Le contexte a complètement changé aujourd'hui. Et le droit du sol a été confirmé à la fin du XIXe siècle. Pourquoi ? Parce qu'on voulait qu'il y ait de plus en plus de Français pour qu'il y ait de plus en plus d'hommes pour faire le service militaire. Il y avait des raisons, en fait. Alors, le droit du sol, il est conditionné, vous avez raison, hein, c'est ce qu'on appelle le double droit du sol en France, hein, c'est-à-dire qu'il faut être né en France d'un parent né en France, il y a d'autres conditions. Il est quasi automatique quand même aujourd'hui, c'est-à-dire que quelqu'un qui est né en France deviendra français s'il le souhaite, sans aucune difficulté. Voilà. Alors, pour en revenir à Mayotte,
La vraie question, c'est pas tellement est-ce qu'on va arriver à supprimer le droit du sol à Mayotte. C'est vrai que juridiquement c'est très compliqué, il faudrait une réforme constitutionnelle, même si les constitutionnalistes sont pas tout à fait d'accord là-dessus. Mais bon, la réalité c'est que ça ne changera rien à la situation de Mayotte. Parce que les personnes qui arrivent à Mayotte ne viennent pas seulement pour que le bébé à naître soit français. Il y a de multiples autres raisons qui font qu'il y ait des Comoriens, mais aussi des Africains du continent qui viennent à Mayotte. Madagascar notamment, et même Congo, des pays d'Afrique qui viennent, Congo, par exemple, des Grands Lacs. Donc, en réalité, je pense qu'effectivement que c'est un peu de la poudre aux yeux, ce débat, et que ça ne changera rien à la situation de Mayotte. Olivier Piacentini. Alors, moi, je pense que ce n'est pas tout à fait de la poudre aux yeux, parce qu'effectivement, ça ne va pas arrêter complètement les flux migratoires, mais c'est quand même, je dirais, un présupposé qui est mis que, sur ce territoire-là, le droit du sang va s'imposer et que l'immigration n'est vraiment pas souhaitée. Je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Sur le cas de Mayotte, moi, je suis assez frappé, parce que finalement, c'est un cas qui va à rebours de la fameuse idéologie de gauche immigrationniste, puisque là, nous avons affaire à une population qui est de couleur, qui est d'origine africaine, et qui en plus est musulmane, mais qui se revendique française avant tout. D'autant plus que il faut rappeler l'histoire de Mayotte, qui était une île des Comores, qui, lors du référendum qui a eu lieu dans les années 70, a choisi la France. Et en choisissant la France, au lieu d'avoir des avantages, de pouvoir dire vraiment, voilà, une population qui est bien française et qui aime la France, et qui, ben non, on la fuble de toutes les persécutions possibles et imaginables, on la livre à tout. Donc vous êtes plutôt favorable à ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy, qui avait été de rendre Mayotte département Bien sûr, je pense français. Que les gens de Mayotte, alors j'ai plus en tête exactement comment on doit les appeler. Mahorais, voilà, bon. Et merci Richard. Je pense que les Mahorais sont très mal récompensés de leur fidélité et de leur foi dans la France. Et comme beaucoup de gens d'ailleurs dans les dom-toms, hein, vous savez, moi j'avais débattu sur un plateau national au moment où il y avait des problèmes de vaccination dans les dom-toms, et tout le monde insultait les gens de Guadeloupe et de Martinique. Alors là, le racisme pouvait se déployer sans problème. Hein. On flirtait avec le racisme, et il n'y avait qu'un député européen, Rassemblement National, de la Guadeloupe et moi, pour défendre les gens des dom-toms. Donc voilà, l'antiracisme d'une grande partie, je dirais, de nos élites est à géométrie variable. Moi, je pense que vraiment, ce gouvernement qui veut faire France avec Robert Badinter ferait bien de faire France en offrant aux gens de Mayotte des conditions de vie normales, en faisant en sorte que cette île soit française et que les gens à Mayotte vivent comme en France. Oui, mais sauf que Olivier Piacentini, ce qu'a dit Richard, je voudrais juste insister sur ce que je crains que ce soit passé inaperçu. Mais il se passe actuellement à Mayotte des blocages de routes, des citoyens français, quelle que soit la couleur de leur peau, qui disent on n'en peut plus. Et leur religion, couleur de peau et religion dans ce cas-là. Qui deviennent des électeurs du RN. C'est ça qui inquiète le plus le gouvernement. C'est le département qui vote le plus pour le RN. Là-bas pour essayer de récupérer cet électorat, parce qu'ils sont très inquiets des futures élections. Et effectivement, alors moi je pense, comme je l'ai dit, que ce serait non constitutionnel, non pas d'abolir le droit du sol, mais de le faire dans un département et pas dans un autre. Cela dit, pour vous dire à quel point cette mesure serait inefficace quand bien même elle serait adoptée. Qu'est-ce qui empêcherait les Comoriens ou d'autres Africains qui arrivent à Mayotte? Je vous signale qu'ils peuvent, une fois qu'ils sont à Mayotte, ils peuvent aller à Paris après. Hein. Donc qu'est-ce qui les empêche d'aller accoucher en métropole? Rien. Donc c'est un coup de com'. Ça me fait la pauvreté quand même. Enfin, bon, oui, la pauvreté, vous savez, sont des gens très pauvres avec l'avion et oui. Enfin, les pauvres qui viennent, qui traversent la Méditerranée, ça les empêche pas de venir. Hein. Je veux dire, la pauvreté n'a jamais empêché vraiment les gens de venir. Donc, non, mais il faut que l'État réagisse, et c'est un des éléments symboliques de la réaction. Il y a cette dimension-là aussi. Il y a deux choses. D'une part, ce que vient de dire Olivier, le symbole serait très fort. Deuxièmement, venir en France en prenant l'avion, c'est quand même un peu compliqué. Donc je pense que dans les problèmes de type immigration, pour y faire face, il faut essayer de rendre des choses de plus en plus difficiles. Voilà. Plus vous ajoutez, comme vous voyez, se protéger contre les cambrioleurs. Plus vous mettez de protection, plus vous réduisez le risque de cambriolage. Je ne suis pas sûr que ce qui préoccupe le gouvernement à Mayotte, c'est le fait qu'il vote Rassemblement National, parce que, enfin, il y a trop appelé. Je veux dire, bon, les élections françaises, elles dépendent guère du vote des Mahorais. Non, je pense que ce qui est un problème pour le gouvernement,
c'est le côté bouillon de culture qui a atteint un niveau franchement insupportable. C'est-à-dire qu'une partie de la France dans laquelle la très grande majorité des gens ne sont pas français et sont globalement hostiles et empêchent les Mahorais français normaux, si je puis dire, de vivre normalement, c'est quelque chose qui est devenu tellement insupportable qu'on ne voit pas comment ça peut durer sans que ça provoque quelque chose. Alors, si cette mesure-là passait, il y a tous les obstacles. Oui, mais mesurette, c'est quoi? La modification constitutionnelle? Je crois que c'est pas la vraie mesure. C'est pas une mesure. La vraie mesure, si vous voulez empêcher d'accord. des immigrés de venir, la seule solution, c'est la frontière. C'est tout, que ce soit en métropole ou ailleurs. Attendez, on va laisser Yves Christel On finir. peut le voir de deux manières. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voir, là, on abolit le droit du sol et c'est refusé par le Conseil constitutionnel, mais ça peut être l'inverse, c'est-à-dire que ça peut être, je dirais, la première étape vers une abolition générale, qui peut être vue comme ça, vu la tendance. Absolument pas. Oui, mais il y a quand même une tendance dans l'opinion qui est très forte. Là, il y a Voilà. une chose, c'est qu'il y a un point politique. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une majorité qui manque à l'Assemblée nationale, mais LR pourrait se décider. Et s'il y avait la même majorité, l'adoption de la loi selon les mêmes termes au Sénat, ça ouvre la modification Je crois que ce constitutionnelle. qui caractérise ce gouvernement, et en fait tous les gouvernements, c'est qu'ils n'agissent que sous la pression la plus extrême. On l'a vu d'ailleurs avec la loi immigration, qui était un cafouillage, mais malgré tout, ils n'auraient jamais fait de loi immigration qui ressemble un peu à quelque chose s'il n'y avait pas une pression très, très, très forte et qui se traduit par les votes. De la même manière, il est possible que si la suppression du droit de sol marche à Mayotte, je ne dis pas que je le crois, je dis que c'est une hypothèse qui n'est pas exclue, parce que précisément la pression est devenue extrême. Bien entendu, le gouvernement ne peut pas ne pas savoir que s'ils font ce pas dans ce sens-là, ils ouvrent la porte à la métropole, ce qui est un tout autre problème. Mais ils risquent de le faire parce qu'ils peuvent penser qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Il y aura bientôt les élections européennes. Et j'ai du mal à croire que Jordan Bardella ou Marine Le Pen ne se rendront pas sur Mayotte. Ils auraient tout intérêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'ils vont être accueillis triomphalement. Oui, et puis parce que c'est une et par tribune, des gens et par des gens qui ne sont pas censés être leur électorat, puisqu'ils sont censés être ranchistes. Je pense que on non. s'en fout que les alors là, écoutez-moi. Moi, je me rappelle de la départementalisation de Mayotte et du voyage de Sarkozy triomphal là-bas qui avait été reproduit dans tous les journaux. Ça avait eu quand même un impact, puisque lui-même passait pour quelqu'un qui était plus ou moins à la limite du racisme, etc. Je pense que vraiment le gouvernement, ou en tout cas son parti, ont peur de voir cet accueil triomphal que le Rassemblement national va avoir sur des terres éloignées avec une population qui n'est pas censée être le cœur de souffle de son électorat. Vous pensez que cette proposition de loi dont Gérald Darmanin a annoncé un débat assez rapide deviendrait un élément pour les élections européennes? Oui, c'est évident. Oui, mais bien sûr. Là, ils veulent faire laps de temps aussi. Ils veulent calmer les choses. C'est quelques mois. Effectivement, comme vous le dites, il n'y a pas beaucoup. Ça ne fait pas beaucoup de voix. C'est la symbolique. Comme vous le dites, Olivier, si. Imaginez, Jordan Bardella arrive à Mayotte, il est accueilli triomphalement par une population, disons les choses, noire et musulmane. Voilà. Imaginez l'impact sur la métropole. Donc ça casse tout le mythe, l'extrême droite, Vous voyez etc. bien qu'on n'est pas musulman, qu'on n'est pas islamophobe. Regardez, les musulmans votent pour nous. Même s'il y a peu d'électeurs à Mayotte, enfin peu, il n'y a pas si peu que ça. Et le gouvernement, vu où il en est dans les sondages, je vous assure, chaque voix compte. Hein. Je crois quand même que globalement, les élections européennes n'ont strictement aucune importance autre que le fait de constituer un sondage grandeur nature pour les futures présidentielles. Il va faire mal au gouvernement. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, le gouvernement peut pousser vers la suppression du droit de sol à Mayotte dans l'espoir, qui est probablement vain, de couper un peu la route au Front National, au Rassemblement National, en disant on fait quelque chose contre l'immigration. Donc, l'opération Sarkozy récupérant des voix. Donc, ils peuvent pousser à cause de ça. Merci. Évidemment, il y a un aspect... Laurent Izard, ce sera le mot de la fin. Il y a un aspect politique, c'est évident, lié aux élections européennes. Je suis tout à fait d'accord avec Olivier. Maintenant, il y a une chose, c'est que nos politiques, ils regardent les sondages. Or, il y a un sondage qui vient d'être fait là-dessus, sérieux. Et que dit ce sondage? 80% des Français sont favorables à la suppression du droit du sol à Mayotte. Et sur l'ensemble du territoire, près de 60% des Français y sont favorables. Donc il y a quand même un élément que nos politiques doivent prendre en compte. Et les sondages sur les élections aussi.
double de voix pour le Rassemblement national par rapport à la République en marche. Allez, c'est le mot de la fin. On reviendra sur les élections européennes. Ça, c'est une certitude. Et je vous propose de nous retrouver dans quelques secondes pour le troisième et dernier sujet. À tout de suite. Rebonjour, troisième et dernier sujet. Lors du dernier remaniement, celui qui a permis d'ajouter une quinzaine de ministres, François Bayrou a préempté le débat en disant qu'il refusait de rejoindre le gouvernement. Et on a appris qu'il avait refusé le ministère de l'Éducation et qu'il avait refusé le ministère de l'Armée et que finalement, on ne savait pas bien ce qu'il aurait bien pu faire dans ce gouvernement. Donc il a fait une sorte de clash. Et ma question, c'est est-ce que c'est la mort du vieux lion politique qui a fait un caprice de trop ou est-ce que c'est le marqueur d'autre chose puisqu'il a pris une parole assez forte pour justifier son refus de participer au gouvernement? Yves Christel. Je crois qu'en politique, il faut se garder de prédire la mort. On avait prédit la mort de Mitterrand à l'époque de l'Observatoire, et bon, il a été élu président de la République. Bayrou est toujours intéressant, parce qu'il est toujours en situation de pas de côté, quoi. Il est dans quelque chose, mais tout en étant à côté. Ce que j'ai trouvé intéressant dans sa communication, c'est le constat qu'il a fait, que nous sommes nombreux à avoir fait, mais qui était peut-être inattendu de la part de quelqu'un qui est quand même dans les arcanes du pouvoir, c'est-à-dire depuis toujours. À savoir qu'il y avait entre les dirigeants, et les dirigeants au sens large, y compris les médias, et le peuple, un fossé qui s'était créé, un fossé comme jamais. Et moi, je trouve que c'est remarquable, je dirais même sur le plan anthropologique. Comparons Macron à De Gaulle. Bon. Non, mais je veux dire, on pouvait penser que De Gaulle, avec son maintien à la distance qu'il mettait même vis-à-vis de ses propres enfants, si vous le comparez à Macron qui enlace un rappeur torse nu et en sueur, on aurait pu penser qu'il y avait plus de distance du côté de Gaulle par rapport au peuple que du côté de Macron. Or, la réalité est, je dis Macron, mais c'est l'ensemble de ce système. Si vous prenez les grands problèmes anthropologiques d'aujourd'hui, alors, l'archétype, c'est le fait de changer de sexe des enfants de 8 ans dès lors qu'ils disent « moi, je veux devenir petite fille, petit garçon ». À l'époque de Gaulle, entre De Gaulle et l'homme du peuple, il y avait la même façon de voir. Aujourd'hui, c'est différent. Vous voyez, si vous prenez entre De Gaulle et le général Salan, qui avait essayé de le tuer, enfin, du moins de l'Ouest... Vous pensez que Bayrou a mis le doigt sur quelque chose? Oui, il a mis le doigt sur quelque chose qui est extraordinairement important. Il a mis le temps à le mettre, le doigt. Oui, d'accord, mais il ne s'agit pas de juger s'il est coupable ou pas coupable, bien entendu. Il s'agit de constater qu'il y a un phénomène très singulier, d'ailleurs, pas seulement en France, qui est un fossé considérable entre les gens qui nous gouvernent ou qui ont le droit de s'exprimer et la population normale. Il doit avant lui. Je vais donner la parole à Laurent. Merci Yves. Laurent Isard. Bon, oui, moi je valide ce qui vient d'être dit. Effectivement, il a mis le doigt sur quelque chose qui est réel, mais qui n'est pas nouveau. Cet écart entre les dirigeants et puis le peuple, on l'avait déjà constaté sous Giscard, par exemple. C'est une réalité. C'est pas tout à fait pareil. C'était moins, mais quand même. Voilà. Ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est l'argent. Finalement, c'est la balance entre l'argent d'un côté et puis le sens de l'État qui transcende la notion d'État et qui va jusqu'au peuple entier. Pour revenir à Bayrou, bon. Moi, je l'ai aussi vécu. Ça a été mon ministre de l'Éducation nationale pendant un temps. Ouais, ce que je peux constater, c'est qu'il n'a pas laissé beaucoup de traces en tant que ministre de l'Éducation nationale, pas plus qu'en tant que ministre de la Justice, parce qu'il a été aussi ministre de la Justice. Là, actuellement, le ministre de la Justice, il l'a été un mois. Oui, mais il est sorti à cause. Il est sorti, comme il est sorti de plusieurs fonctions aussi auxquelles il avait été nommé. Il est actuellement au commissaire au plan depuis, je crois, un peu plus de 3 ans, peut-être 3 heures et demie. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Moi, je ne sais pas. Il est là. Il est maire de Pau. Est-ce que Pau est une ville dynamique, etc. Par certains côtés, j'aime bien Bayrou. J'aime bien son côté, notamment parce qu'il est très famille, et c'est pas le cas de tous nos dirigeants. Mais il me semble que dans sa carrière politique, il manque le plus important, c'est-à-dire une ligne directrice. Voilà, quelque chose une idée centrale qu'il essaye de faire passer, une vision de la France. Voilà, ce qu'on appelle un cap parfois, ce que De Gaulle appelait une certaine idée de la France. Ça n'est pas présent chez lui. Olivier Piacentini, je vous ai senti moins indulgent
avec Bayrou que nos amis Christine et Isard. Soyons très clairs. Donc Yves nous explique que Bayrou s'est rendu compte qu'il y avait un fossé entre le peuple et, je ne sais pas, ça fait 20 ans, 25 ans qu'on en parle. Et ça n'a fait que s'accentuer. Mais est-ce que c'est pas de la démagogie? Pardonnez-moi, mais est-ce qu'on ne dit pas toujours qu'il y a un écart entre le peuple et les élus parce qu'ils ont des fonctions, parce qu'ils ont des revenus? Je vais reprendre. Il le sait et il le dit maintenant, alors qu'on le dit nous depuis 25 ans. On a l'impression qu'il découvre la poudre. 25 ans. Mais avec Macron, ça n'a cessé de s'accentuer, puisqu'à l'époque, par exemple, de Giscard, où on a parlé effectivement d'un début de fracture, mais la plupart des ministres étaient des anciens élus qui connaissaient le terrain, qui avaient une grande aura, à la fois intellectuelle et, je dirais, de proximité avec le peuple. Comme l'a dit si bien Yves, le général de Gaulle, il faisait pas peuple, mais par contre, il connaissait le peuple. Et il soutenait, je dirais, les aspirations du peuple et la morale classique du peuple. Là, on a affaire à des gens qui sont complètement hors sol et qui veulent même nous imposer de nouvelles mœurs, de nouvelles modes de vie. Il se met avec des rappeurs. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire qu'il est avec un rappeur? Là, vous parlez de Macron et pas de Bayrou. Non, il s'est pas mis avec des rappeurs. Je sais pas avec qui il s'est mis. Mais Bayrou, qui, 15 jours avant de rallier Macron, avait trouvé moyen de dire que c'était le parti de l'argent. Et 15 jours après, il s'y est rallié. Là, maintenant, il a fait son espèce de petit cirque, tout simplement parce qu'il est mécontent de la façon dont la justice l'a traité, etc. Voilà. C'est juste son point de vue personnel qui passe. Et après, il a mis ça avec les frappes. Je pense qu'il est juste mécontent, effectivement. Il a refusé tel et tel ministère. En réalité, il ne pèse plus rien. Parce que le centre, en France, c'est 20%. 20% partagés par Macron, par le parti d'Édouard Philippe et par le parti de Bayrou. Donc 3 partis au moins, sans compter les autres petits qu'on ne cite plus, qui partagent 20%. En fait, il n'est plus. Et puis sur ces 20%, c'est Macron qui a la grande partie. Donc en fait, il ne pèse plus rien. Il s'en est rendu compte. Il boude. Ses propres députés l'ont abandonné. Et donc il fait son petit clash pour faire croire, pour sauver la face en fait, pour faire croire que non, moi on a voulu de moi, mais c'est moi qui ne veux pas. En fait, en réalité, personne ne veut de lui. Tout le monde s'en fiche de lui. Il découvre la poudre. Il nous dit il y a un écart. Ben, sans blague, ça fait 25 ans que tout le monde le dit. Il vient nous révéler une vérité que l'on ne savait pas. Enfin, c'est à mourir de rire. Et puis, je vais vous dire, moi, le problème, c'est que ce n'est pas une question de proche du peuple ou pas. Non, les élites ont toujours été différentes du peuple. La différence, c'est qu'autrefois, la classe politique était constituée de notables de province. Ça partait du bas, c'est-à-dire que c'était des notables, un avocat, qui montaient, ils avaient été conseillers maire, conseiller général, etc. Maintenant, ce sont des énarques qui sont parachutés. Vous faites l'ENA, vous êtes à 25 ans, 28 ans, vous êtes directeur de cabinet, à 35 ans, on vous parachute dans une circonscription après avoir été dans les cabinets ministériels. Vous ne connaissez rien du peuple parce que vous êtes formaté dans des écoles d'administration. On peut connaître le peuple sans être peuple, comme on dit, sans être... Il faut arrêter l'hypocrisie. En général, ce ne sont pas des gens qui viennent, pas tous en tout cas, mais il y a une partie de la classe politique qui ne venait pas forcément du peuple, mais qui le connaissait parce que voilà, elle connaissait le terrain. Là, on a affaire à une aristocratie, à une nouvelle aristocratie qui ne veut pas se frotter au peuple et qui vient très jeune, je rappelle encore une fois, très jeune, parce qu'on sort de l'ENA, on est juge au Conseil d'État à 28 ans, mais quelle expérience a-t-on pour être juge à 28 ans? Quelle expérience a-t-on à 25 ans pour être directeur de cabinet ou dans un ministère? Aucune. Et en fait, on a un mépris total du peuple parce qu'on leur a dit, il faut voir comment on les formate, on leur a expliqué qu'ils sont l'élite. Vous rentrez à Sciences Po Paris, moi j'étais dans l'amphithéâtre, comme ça, la première chose que vous dit à l'époque, je n'étais pas jeune, j'étais jeune, et on vous dit, vous êtes l'élite. Vous vous rendez compte, vous avez 20 ans, le directeur vient vous dire, vous êtes l'élite de la France. À l'ENA, c'est encore pire. Donc on vous met dans la tête que vous êtes les plus intelligents, vous êtes l'élite, et le reste, c'est la population. Mais j'ajoute qu'avec ce gouvernement Macron, il y a un cran supplémentaire, c'est-à-dire que c'est un gouvernement de technocrates revendiqués comme tels, qui pilote la France avec des cabinets de conseil américains, et tout ça, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Badinter. Olivier, on gère au-delà de ce que peuvent penser les gens. Je sens que vous êtes un peu seul, parce que Yves Christine et Laurent Isard. Je pense que je me suis fait très mal comprendre. D'abord, je me fiche éperdument de savoir si le personnage, il faut avoir de la compassion pour Bayrou ou pas. Ça me paraît un problème sans aucun intérêt. Ce que j'ai voulu évoquer, et il me semblait que c'était le sens du propos de Bayrou, sur en quoi est intéressant, c'est que le fossé en question n'a strictement rien à voir avec ce que vous venez de dire. Ça n'a strictement rien à voir entre le fait qu'il y a des gens riches, des gens de l'ENA, ou dans le cas de Giscard, un côté un peu distant par rapport au peuple, ce qui relève, disons, de la lutte des classes.
Ça a un peu à voir, mais ce n'est pas l'essentiel. Ce que je veux dire, c'est que du point de vue anthropologique, le regard que les gens portent sur l'homme, sur la nature de la société, c'est pas le fait de dire « moi je suis énarque », les autres c'est de la piétaille, c'est le fait que leur vision du monde, et j'ai pris l'exemple parce que c'est un archétype, même s'il est quand même assez minoritaire, du problème du changement de sexe des enfants, de tout ce qui tourne autour du wokisme à l'heure actuelle, ça témoigne pas seulement d'un mépris du peuple, mais d'un regard sur le monde, d'une vision du monde, d'une conception du monde qui est totalement différente. Bayrou est en plein dans cette conception mondialiste. Mais on s'en fout de ça. Ben aussi, quand même, comment vous pouvez revendiquer, vous, de passer pour celui qui veut remettre le peuple au milieu du jeu et compagnie, quand vous avez soutenu pendant 30 ans le projet mondialiste de la plupart des gouvernements, sans jamais broncher, et même en tapant sur les doigts de ceux qui voudraient revenir dessus. Donc il n'a pas le droit de dire quelque chose. Attendez, ce n'est pas une révélation. Là-dessus, non, il est mal placé pour parler de ça. Parce qu'il est l'emblème de ce fossé. Mais même si le pire des criminels vient juste, il faut prendre en compte ce que le pire des criminels dit, dès lors que ce qu'il dit est juste. Non, sauf qu'il nous explique que le ciel est bleu et la terre est ronde. Merci, on le sait. Non, personne ne le dit. Vous venez de dire quelque chose qui montrait que vous ne le ditiez pas. Mais si, moi je le dis. Je ne suis pas le seul. D'abord, qui suis-je? Il y a des hommes politiques autres. Non, mais je peux vous faire la liste de Éric Zemmour, de Marine Le Pen, de Jean-Marie Le Pen, non, la classe politique. Mais bien sûr que si. Qu'il aille au bout de sa logique, puisque ce gouvernement est complètement à rebours du peuple, c'est ce qu'il dit, et ne l'écoute pas. Il doit passer dans l'opposition. Parce que c'est la thématique principale. S'il ne passe pas dans l'opposition, c'est que du blabla. Alors, voilà. Vous avez raison, c'était comme ça que ça pouvait être lu, sauf qu'il a fait cette annonce sans prévenir personne dans ses troupes, qu'il se trouve que ces troupes étaient réunies en dîner chez le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui est donc MoDem. Et il y avait tous les députés, et qui ont tous lu le truc ils sont tombés de leur chaise, et le premier communiqué qu'ils ont fait, ils ont dit « on désavoue ce que dit le patron ». Ils l'ont trahi, ils se vengent. En fait, en réalité, il s'est rendu compte qu'ils sont en train de le trahir, ils vont à la gamelle, ils le laissent de côté, ils se vengent en faisant sa déclaration. Allez, Laurent Isard. Ce qui est assez étonnant par rapport à ce qu'on a dit, c'est que... Quand on regarde globalement la Macronie, et en particulier les députés macronistes Renaissance, on voit qu'il y a beaucoup de députés qui ne sont pas des carriéristes, c'est-à-dire qui viennent de métiers divers et variés. Alors que dans la classe politique plus ancienne classique, ce sont des gens qui font profession, qui ont effectivement eu des mandats locaux, puis qui après sont montés au niveau national. Et du coup, il devrait y avoir une plus grande proximité avec les Français. Mais ce n'est pas le cas, effectivement. Et je pense que là, on touche du doigt un point important, c'est-à-dire que si effectivement, il y a cet écart. Là, c'est lié à une conception de l'État, à une conception de la France, à une absence de patriotisme. En fait, en réalité, c'est une élite qui est aujourd'hui totalement mondialisée, c'est-à-dire qui ne prend plus en compte les intérêts nationaux, qui effectivement va chercher chez McKinsey des conseils. Pourquoi? Parce qu'ils ne font plus confiance à leurs techniciens locaux, fonctionnaires, parce qu'ils ne font plus confiance à ce que pensent les Français aussi. Et vous évoquiez le wokisme. Je pense que vous avez entièrement raison. Parce que le wokisme est en train aussi d'imprégner les esprits au plus haut niveau, et je pense qu'une majorité de Français ne sont pas prêts à adhérer à ça. C'est ça aussi qui fait la différence. Est-ce que Bayrou s'est opposé au wokisme? Absolument pas, pour l'instant. Pour l'instant, pas ma connaissance. J'ai jamais remarqué qu'il ait pris l'étendard anti-wokiste. En 2005, au drapeau en berne à la mort du pape Jean-Paul II. Ça, alors que la gauche ne s'y était pas opposée, il a fait sa petite sortie. Il est le champion du monde des sorties pour se faire remarquer totalement débiles. Voilà. Alors qu'il y avait une quasi-unanimité en France pour la mise en berne du drapeau. Le Parti Socialiste n'avait rien dit pour le drapeau en berne à la mort de Jean-Paul II, et lui a fait sa petite sortie. À part Bayrou et Besançon. Il était à l'époque le président d'un parti chrétien-démocrate, je vous le signale. Oui. Alors c'est drôle parce que j'ai écrit, en préparant cette émission, j'ai fait une note sur Bayrou, j'ai dit « diva ou maître chanteur ». Et est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose comme ça, quoi? Il fait un caprice, et en même temps, retenez-moi, si je pars, retenez-moi, et je vais... Vous voyez, il n'y a pas un truc comme ça? Il y a un côté 4e République, un petit peu. Je fais partie du gouvernement, j'en fais pas partie. Si vous n'êtes pas de mon côté, je m'en vais, je reviens. Mais la configuration de l'Assemblée nous rapproche de la 4e République aujourd'hui. Les députés l'ont lâché. Il fait sa petite crise. Bon. Allez. Les propres députés ne pèsent peut-être pas grand-chose, pèsent moins que lui. Ouais. Même si lui-même, on ne sait pas ce qu'il pèse aujourd'hui. En situation de non-majorité à l'Assemblée, chaque voix compte, et les voix du MoDem comptent énormément actuellement. Lui n'est plus rien. Il a servi en 2017
parce qu'Emmanuel Macron n'était pas très connu. Il avait besoin, et lui était un potentiel candidat, donc là, il avait vraiment besoin de lui, qu'il ne se présente plus et qu'il le soutienne à lui. Mais maintenant, c'est fini. Maintenant, Macron n'a absolument pas besoin de Bayrou. Je crois que dès le début, parce que, observez bien. Il ne va pas se présenter projet présidentiel. Observez bien, Bayrou a été contraint de démissionner suite à sa mise en examen dans la fameuse affaire. Mais c'est le seul qui a été, ça a été le seul qui a été contraint de démissionner, puisque depuis, il n'y a plus que des mises en examen qui se maintiennent. Donc en fait, ils l'ont forcé à démissionner parce que Bayrou, qui faisait déjà la diva à l'époque, avait l'air de ne pas vouloir se plier à l'autorité d'Édouard Philippe à l'époque. Je crois, Olivier, c'est la doctrine qui a changé. C'est le fait que... Elle a changé. Complètement. Allez, ils l'ont vite replié, celle-là. Merci. Messieurs, merci. L'émission est terminée. On se retrouve d'ici 15 jours pour une nouvelle émission avec 4 nouveaux intervenants, 3 nouveaux sujets. Et vous verrez, l'actualité sera riche. On lui fait confiance. À bientôt.